Merci, Monsieur le Président. Merci de l'opportunité d'avoir accompagné tout un groupe de travail dans l'organisation de cette journée sur la santé mentale. Je vais vous dire 2 mots sur l'organisation de cette journée, comment celle-ci a été imaginée et organisée. Donc notre vœu le plus cher était de faire que cette journée soit l'opportunité de réfléchir ensemble aux résultats de la recherche concernant la santé mentale des enfants et des adolescents. Et l'idée était véritablement d'avoir un regard croisé, comme Madame la Ministre l'a présenté à l'instant, c'est-à-dire qu'on a construit cette journée tout d'abord en partant des questions des enseignants. Donc dans notre groupe de travail, nous avons recueilli des questions d'enseignants au sujet de la santé mentale et ces questions, nous les avons soumises à des chercheurs, à des cliniciens pour qu'ils puissent essayer de vous apporter des éléments scientifiques de réponse sur ces sujets. Ce sont des chercheurs et des cliniciens, puisque, à mon sens, c'est véritablement dans ce regard croisé qu'on comprendra parfaitement ce qu'est la santé mentale de l'enfant. L'idée, bien entendu, c'est que nous travaillons ensemble toute la journée et les jours qui vont suivre pour chercher comment améliorer nos pratiques. Quand je dis nos pratiques, c'est nos pratiques en tant que cliniciens, en tant que chercheurs, en tant qu'enseignant du premier ou du second degré, ou en tant qu'enseignant à l'université. Moi, je suis enseignante en INSPE et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut améliorer la formation des enseignants sur ce sujet. Et l'idée est bien entendu de pouvoir avoir des pistes pour faire en sorte que les enfants, dès la maternelle, parce qu'on va parler beaucoup d'adolescents, mais ça se construit dès les premiers mois de la vie, et donc dès la maternelle, nous puissions mettre en place nos pratiques au centre du bien-être de l'enfant et faire en sorte qu'il se développe avec une bonne santé mentale. Donc cette journée va être faite de conférences scientifiques qui vont être données par des experts et également de tables rondes dans lesquelles on va pouvoir croiser des regards. Et on est assez fiers de savoir qu'il y a à la fois des représentants des ministères de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé pour discuter de ces sujets au sein des tables rondes. Et on vous laissera des espaces de questions pour que vous puissiez justement interagir avec les personnes présentes. Écoutez, donc bonjour à tous. Bien entendu, donc merci au ministère de l'Éducation pour l'organisation de ce colloque international et à son conseil scientifique, en particulier à son président, le professeur Stanislas Dehaene, au professeur Maza pour leur invitation. Pour vous parler effectivement donc, de cette santé mentale, alors en tant que conférencier inaugural, je suis censé aussi compléter et poser un petit peu le cadre de mon intervention, mais je voudrais doublement remercier le professeur Dehaene, à la fois pour son introduction, j'ai trouvé pleine d'humanité, de bon sens, on va dire, et c'est pas sans émotion, parce que quand vous avez présenté les zéros de talent, je me suis un peu reconnu. Alors, je ne peux pas vous présenter mes bulletins, je les ai, donc scolaires de collège ou de lycée, mais grosso modo, je n'étais pas forcément l'élève modèle, et j'ai effectivement dans mon parcours eu la chance de rencontrer des maîtres, et Monsieur Dehaene, je crois que vous en faites partie, par l'intermédiaire effectivement du professeur Jeannot, qui connaissait bien votre maître, professeur Changeux, et vous avez participé à ma formation intellectuelle avec votre épouse Ghislaine, et donc c'est pas sans émotion que je suis devant vous aujourd'hui, après un parcours, donc voilà, pour vous dire qu'on peut arriver à faire des choses de sa vie, quoi, et je tiens à remercier effectivement donc l'éducation nationale pour ça. Alors mon propos en 20 minutes, parce que la commande elle était quand même assez précise, je devais effectivement définir un petit peu ce que pouvait être la santé mentale. Bien entendu, évoquer, et ça a déjà été évoqué par Madame la Ministre et puis par Stanislas, donc les données aujourd'hui que l'on peut disposer via Santé publique France sur des indicateurs effectivement de bien-être et de santé mentale chez cet enfant. Et puis terminer, c'est le troisième point, de manière un peu plus ambitieuse sur une présentation de ce qui pourrait être un modèle de compréhension de ce qu'on appelle les troubles mentaux au sens général du terme, à l'éclairage justement des dernières données scientifiques et comment, en tout cas dans nos activités cliniques, le professeur Schroeder ici et moi-même, on essaie de travailler sur la modélisation effectivement de ces différents facteurs. Alors quand on parle de santé mentale, de quoi parle-t-on? C'est vrai que parler de santé mentale, c'est toujours une question un peu taboue qui suscite beaucoup de préjugés, parce que la santé mentale, derrière, on va mettre bien entendu la question des troubles
mentaux, les troubles psychiatriques, mais la santé mentale, c'est plus que ça. Ce n'est pas uniquement aussi que la présence ou l'absence de troubles psychiatriques, ça recouvre une notion bien plus large que l'OMS a bien définie, qui est celle de bien-être. Et vous voyez la définition de l'OMS en 2014, le bien-être, c'est vraiment une disposition qui vous permet de réaliser votre potentiel. Donc déjà, il faudrait s'accorder aussi sur ce qu'est le potentiel, de faire face, et ça j'aime bien, aux difficultés, la capacité d'adaptation, la capacité de résilience par rapport à un environnement de plus en plus changeant, voire incertain et parfois un peu stressant, de travailler avec succès de manière productive, donc c'est la capacité à produire de la connaissance, à produire effectivement donc, des choses pour soi-même, mais aussi être en mesure de contribuer au fonctionnement collectif, au fonctionnement communautaire. Et je pense que ça, c'est une dimension aussi d'interaction sociale et de compétences sociales qui, on aura l'occasion effectivement. Mentale. Alors, après, le débat des spécialistes, c'est toujours de repérer le poids de l'un et de l'autre. Donc, on va faire un peu court. Caricaturalement, on a tendance à dire que le poids des facteurs environnementaux, socio-économiques, sociétals joue grosso modo pour 60% de l'expression de la variabilité, effectivement, donc, des profils comportementaux et psychoémotionnels de nos jeunes, et que les facteurs biologiques interviendraient grosso modo à 40%. Mais on se rend compte qu'en fonction des difficultés, cette balance, elle peut bouger. Et que parfois, si on est plus du côté, effectivement, des facteurs environnementaux, pour ne pas parler de l'anorexie mentale, et puis parfois, on est plus du côté, effectivement, des facteurs neurobiologiques, pour ne pas parler de l'autisme ou d'autres troubles du neurodéveloppement. Donc aujourd'hui, quand on parle de bien-être, vous connaissez bien entendu la question effectivement un peu subjective, la capacité à reconnaître et à identifier ses émotions, à pouvoir parler grosso modo de son humeur, de cette coloration de son état effectivement émotionnel, mais on est en capacité, dans une approche scientifique, objective, de pouvoir identifier différents déterminants qui contribuent à ce sentiment de bien-être, qui sont l'estime de soi, que sont la régulation émotionnelle, que sont l'autocontrôle de soi, la capacité à agir et donc d'adaptation, la qualité de vie et des réussites sociales. Autant de déterminants qu'on peut, entre guillemets, mesurer, expérimenter et apprécier dans une trajectoire effectivement donc, longitudinale. Si on revient sur l'estime de soi, ça a été évoqué par le professeur Dehaene, c'est vraiment un indicateur phare en santé mentale, puisque c'est un indicateur qui non seulement est un facteur explicatif, mais qui est un des meilleurs, probablement, facteurs prédictifs de ce que peut être effectivement la santé mentale ou le risque d'aller vers effectivement des troubles psychiques. L'estime de soi, vous le savez, c'est l'image et la capacité à pouvoir identifier ses capacités, ses points faibles, ce qui alimente bien entendu la confiance en soi et puis bien entendu l'affirmation de soi dans l'interaction permanente entre soi et les autres. Et vous voyez que c'est une dynamique complexe, interactionnelle, du moins mis un peu sur la paillasse et qui suscite beaucoup l'interrogation effectivement des chercheurs développementalistes. Et là, ce que je vous présente sur cette diapositive, alors un peu caricaturale, je m'en excuse, mais c'est grosso modo la trajectoire développementale que l'on pourrait dire, entre guillemets, attendue d'un enfant entre 3 et 5 ans. Comment il faut le dire et comment il faut le comprendre? C'est que vous voyez qu'entre 3 et 5 ans, tous les enfants ont le droit de passer par une phase d'instabilité psychomotrice. Vous savez, la fameuse turbulence, si bien décrite par Henri Ballon. Mais normalement, si tout se passe bien, au-delà de 5 ans, la capacité de l'enfant à s'autoréguler, à maîtriser son comportement est censée devenir de plus en plus efficiente. Donc si vous me suivez bien, le problème, ce n'est pas qu'un enfant soit instable, turbulent, un peu hyperactif avant 5 ans. Le problème, c'est qu'il le reste après 5 ans. Parce que normalement, si tout se passe bien, des stratégies d'autocontrôle se sont mises en place pour permettre à l'enfant de maîtriser et de mieux réguler son comportement. Et là, il y a 2 piliers qui sont fondamentaux. Il y a non seulement le langage oral, ça a très bien été dit par le professeur Dehaene, mais il y a une autre dimension
une autre compétence sur laquelle on doit s'appuyer, qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est grosso modo le pilote dans l'avion. C'est la capacité à pouvoir organiser, planifier ses actions volontaires et à exercer un autocontrôle sur elle-même. Et ça, c'est tributaire d'une région effectivement du cerveau qu'on appelle la région frontale, dont on va rapidement parler. Et sur ces deux balances, langage oral et fonction exécutive, vous allez maîtriser la régulation émotionnelle et permettre justement à un enfant de canaliser son intelligence, de canaliser sa régulation émotionnelle et notamment son attention pour rentrer dans les apprentissages. Ce que l'on sait maintenant, dans une perspective encore une fois longitudinale, c'est que ce fameux contrôle cognitif, il n'est pas donné une fois pour toutes et qui va évoluer sur une période de maturation très très longue. Et vous voyez là, ce sont des travaux que l'on doit notamment à l'équipe de John Casey, qui est un chercheur de la New York University, ou de Romer, qui intervient à Philadelphie. Vous voyez sur cette courbe en bleu que la capacité à exercer ce contrôle augmente et progresse régulièrement de l'âge de 5 ans jusque grosso modo pour arriver à une phase plateau entre 15 et 20 ans. D'accord ? Et ça, ce contrôle cognitif, vous voyez qu'il est intéressant parce qu'il médiatise, il est à l'interface à la fois de la régulation affective, la case rouge, et des compétences sociales dont on a parlé, qui est la case effectivement jaune. Ce dont on s'est rendu compte, sur en tout cas les 10 dernières années, c'est que le rythme maturatif, contrôle cognitif, maîtrise affective, compétences émotionnelles, ne se fait pas à la même vitesse. Même si ce sont des interactions permanentes, ça ne se fait pas à la même vitesse et avec la même séquence dynamique. On sait qu'on a des effets genrés, on est toujours très prudent quand on parle de ça. On sait par exemple que les femmes sont souvent en avance de 2 ans par rapport aux mecs, bravo mesdames. Mais on sait aussi qu'on a des phases qui peuvent être des phases de stabilité ou des phases d'instabilité, qui sont des phases physiologiques. Et ces phases d'instabilité, elles sont intéressantes parce qu'elles pourraient peut-être aussi représenter des périodes de tir qui peuvent effectivement prédisposer un certain nombre d'enfants à développer des difficultés, et que si on les repère bien, à ce moment-là, on pourrait avoir un rôle préventif. Ça, c'est des derniers travaux de l'équipe de Eva Tessler, qui est une chercheuse effectivement de l'Université de Caroline du Nord, qui vous montre sur cette slide, donc vous voyez que le rythme de l'engagement émotionnel en rouge versus le contrôle cognitif en vert n'est pas exactement dissocié. Enfin, n'est pas exactement instrument corrélé, et donc il y a un petit décalage, et qu'il y a une période un peu de tous les dangers, qui est un peu l'adolescence, parce qu'on sait aujourd'hui qu'à l'adolescence, par définition, le système est instable, que le cerveau connaît de véritables transformations à la fois structurelles et fonctionnelles, qui rend effectivement l'adolescent un peu plus perméable, grosso modo, aux aléas des effets de rencontre ou de la vie auxquels il rencontre. Mais en tout cas, cette maîtrise, elle est là, et en tout cas, c'est sur ces travaux aujourd'hui que l'on peut modéliser ce qui pourrait être considéré comme une adolescence normale. Tout adolescent a le droit de faire sa crise d'adolescence, et de ce qui va être potentiellement des indicateurs de déviance, de trajectoire atypique, qui vont devoir être des signes d'alerte pour les cliniciens et bien entendu donc les enseignants. Ça, c'était la partie un peu, excusez-moi, théorique. Je fais une petite pause, hein. C'est bon? Je ne vous ai pas trop perdu? Donc là, je vais rebasculer sur un certain nombre d'études qui ont déjà été un peu évoquées par Madame la Ministre et puis par Stanislas Dehaene, pour donner un peu ce panorama de ce que l'on peut dire aujourd'hui et de quoi on parle quand on parle de santé mentale, de bien-être chez nos enfants et chez nos adolescents. Et là, je vais vous présenter des travaux donc, qui sont issus des équipes de recherche de Santé publique franche. Je remercie Nolwenn Regnault, je ne sais pas si elle est dans la salle, et puis Stéphanie Monnier-Besnard, parce qu'elles ont contribué aussi à me donner un certain nombre de données. Et comment on va résumer les choses? Nos jeunes sont formidables, mais ils n'ont pas toujours la pêche. D'accord? Et qu'on voit bien que la question de la santé mentale, malheureusement, et ça c'est un constat, je ne voudrais pas trop plomber d'entrée de jeu effectivement l'ambiance, elle se dégrade très régulièrement, et d'autant plus qu'on a maintenant des indicateurs, grosso modo depuis les années effectivement 2000, qui nous permettent de mesurer de manière itérative et de faire effectivement des sondages sur comment ça évolue. Et c'est vrai que les dernières données qui sont traitées aujourd'hui, qui sont mises à disposition en 2024 et qui notamment sont sur des études jusqu'en 2022, montrent des chiffres qui restent très préoccupants, qui ne peuvent pas nous laisser indifférents et qui imposent, et je remercie effectivement donc l'Éducation nationale et bien entendu mon ministère de tutelle de la santé, de s'intéresser à ces questions parce qu'il y a des enjeux sociétaux qui sont majeurs, et je vais malheureusement dire aussi un grand mot, des enjeux médico-économiques. Plus vous repérez tôt, plus vous pouvez désamorcer, plus vous pouvez espérer effectivement donc éviter des coûts sociétaux à venir en termes d'arrêt de travail, de perte de difficultés d'insertion professionnelle et autres. Ce qu'il faut simplement retenir, s'il y a effectivement un take-home message, c'est que vous êtes en avance de 2 ans, mesdames, je vais là aussi un peu être contrariant, c'est que manifestement,
Et ça, on ne sait pas encore l'expliquer. C'est principalement les adolescentes et les jeunes femmes entre 15 et 25 ans qui restent effectivement les plus fragiles, qui sont aujourd'hui les plus vulnérables, notamment au syndrome anxio-dépressif, aux pensées suicidaires et effectivement donc au passage à l'acte. Très bien. Alors, moi j'y suis d'autant plus sensible, comme l'a dit Stéphanie, que j'ai une double casquette. J'ai une casquette effectivement de chercheur associé à l'Institut des sciences cognitives dans une équipe qui fait de la recherche développementale sur la neurocognition sociale, sur des trajectoires longitudinales, mais je suis surtout et avant tout clinicien, pédopsychiatre, responsable d'un service sur le CHU de Lyon, et je gère en particulier le service des urgences pédopsychiatriques où on reçoit quotidiennement, je dis bien quotidiennement, 4, 5, 10 adolescents qui font des passages à l'acte suicidaire. D'accord ? Donc ce sont des données qui, aujourd'hui, doivent nous interroger et doivent vraiment souligner l'urgence, à mon sens, à faire des choses. Donc la première étude que je vais présenter, c'est une étude qui s'appelle l'étude ENCLASS, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui est historiquement la fusion de deux grandes études internationales. La première enquête HBSC, je vais le prononcer correctement, qui est lancée effectivement en France depuis 1994, et puis une autre étude européenne, l'ESCEPA, qui effectivement est lancée aussi depuis 1999. Donc on en a fait des extractions en France à partir effectivement tous les 2 ans. Et vous voyez que là, je vais vous présenter les résultats de la séquence 2022, mais qu'il y a déjà 2024-2026 qui se préparent. Et donc, c'est des travaux qui sont basés sur des questionnaires et des enquêtes auto-administrées de manière anonyme auprès, effectivement, d'une population et d'un échantillon de jeunes élèves de la classe de 6e à la classe de terminale, que, effectivement, ça a été collecté sur 147 collèges, 90 lycées, ce qui est loin, effectivement, d'être anecdotique, pour un total de plus de 9000 réponses, effectivement, exploitées. Qu'est-ce que cette enquête révèle ? Alors, c'est passé un peu trop vite. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Voilà. Ce qu'elle révèle, c'est que, rassurez-vous, 85%, la grande majorité des collégiens et des lycéens estiment qu'ils ont un état et une qualité de vie satisfaisante en termes entre guillemets, de santé physique, et ça, c'est pas négligeable. D'accord ? Donc 85%, c'est quand même effectivement significatif. Pour autant, quand on s'intéresse aux déterminants justement psychologiques et notamment de bien-être, on voit effectivement que ce pourcentage baisse et que, grosso modo, 59% effectivement des collégiens, 59% des lycéens estiment avoir effectivement un bon niveau effectivement de bien-être et d'efficience effectivement émotionnelle. Donc on voit déjà qu'il y a un petit gap, ce qui veut dire qu'il y a quand même une proportion non négligeable qui vont signaler effectivement des difficultés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette enquête, qu'est-ce qu'elle montre ? C'est que le vécu scolaire des enfants se dégrade de manière assez générale, et en particulier au collège, et de manière très régulière, de la 6e à la 3e. C'est un peu différent du côté du lycée, mais elle montre en tout cas que sur ces indicateurs de bien-être et de déficience émotionnelle, les filles, encore une fois, sont 3 fois plus concernées que les mecs. OK ? Et que 21% des collégiens et 27% des lycéens, vous voyez bien, c'est un peu corrélé à cette dégradation, éprouvent un sentiment de solitude et notamment vont se plaindre de manière récurrente, donc c'est pas une fois, c'est plusieurs fois d'affilée, à la fois de plaintes somatiques et de plaintes psychologiques, et que les plaintes psychologiques, c'est principalement de la nervosité, de l'irritabilité et des difficultés d'endormissement. Et là où ça devient beaucoup plus effectivement interpellant d'une certaine façon, ça a été évoqué, c'est que 14% des collégiens, 15% des lycéens ont un risque majeur de présenter des éléments psychopathologiques de type anxio-dépressif. D'accord ? 24% des lycéens, vous voyez, ont des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. D'accord ? Ça explique, post-Covid bien entendu, le flot et le flux, excusez-moi, d'adolescents et de jeunes effectivement lycéens qui ont débarroulé dans nos urgences psychiatriques et pédopsychiatriques. Et que vous voyez que 13% d'entre eux ont fait et déclarent avoir fait un passage à l'acte auto-agressif contre eux dans l'année écoulée. D'accord ? Okay ? Donc il y a beaucoup parfois de jeunes, en tout cas nous c'est pratiquement 1 jeune sur 3, qui vient à l'hôpital et qui rapporte qu'il a fait une TS passée inaperçue dans les semaines qui précèdent. Donc 3% sont hospitalisés. Donc ça, je passe pour aller vite. Donc cette enquête
En classe, ce qu'elle montre, c'est que le constat que l'on fait en France, il est partagé malheureusement au niveau international et en particulier européen, qu'il est très bien effectivement corrélé par d'autres indicateurs comme le baromètre de la santé, de Santé publique France, qui a réalisé une étude effectivement sur la population des 18-24 ans, qui a montré que les chiffres de prévalence ont doublé, je dis bien doublé, dans un espace de temps effectivement très court, de 4 ans, et que cette tendance, encore une fois, elle est largement corrélée avec les mesures effectivement du réseau Au Secours, qui est un réseau effectivement de surveillance épidémiologique des motifs d'hospitalisation donc en pédiatrie, et qui vous montre, vous voyez, et il faut s'intéresser à la courbe noire, puisque c'est la courbe de 2024, qu'on reste toujours sur des taux d'hospitalisation qui sont excessivement élevés, comparativement aux années antérieures, sur une population tout âge, et en particulier, bien entendu, chez les 11-17 ans. D'accord ? Avec, vous le voyez, des variations, on pourrait y revenir dans les discussions si vous le souhaitez. Il y a effectivement des pics pendant la période effectivement de printemps, il y a des pics pendant la période hivernale, parce que c'est aussi fonction des périodes scolaires et notamment de vacances, on pourrait y revenir. On a la même tendance sur les pensées suicidaires, avec toujours effectivement en population tout âge, effectivement la courbe noire qui est largement au-dessus, et effectivement vous voyez une progression, des chiffres depuis effectivement 3 ans, et pareil aussi une courbe qui reste très élevée et qui reste à distance du Covid et des expériences du confinement, bien entendu très interpellante et alarmante pour nous, c'est la population des 11-17 ans. Voilà, deuxième étude. C'est-à-dire que là, on parle des ados. Maintenant, l'idée, c'est de remonter un peu en arrière. Et la deuxième étude sur laquelle on va rapidement s'intéresser, c'est l'étude ENAB qui a étudié donc, la santé mentale et le bien-être chez les enfants de 3 à 11 ans, donc en population donc, à la fois donc, maternelle et d'école primaire. Et elle est partie là aussi du constat qu'on n'avait pas suffisamment d'indicateurs, on avait des données qui étaient très anciennes et qu'il fallait absolument mettre en place des études épidémiologiques qui nous permettent de suivre et de pouvoir effectivement faire ces mesures itératives. L'avantage de cette étude, c'est qu'elle a été co-construite à la fois avec les enseignants, à la fois avec les fédérations des parents, à la fois avec un certain nombre d'experts, et qu'elle a croisé les regards, je trouve, ça c'est son originalité, entre le regard des enseignants, de l'enfant et des parents. Et ça, c'est pas inintéressant parce que la perception que j'ai de moi-même versus la perception qu'a mon professeur de moi versus mes parents, on s'aperçoit qu'il y a des gaps et qu'il y a des hiatus et qu'il faut bien entendu parfois corréler un petit peu les choses. Ce qui est intéressant, c'est que aller sur un échantillon effectivement donc significatif. Vous voyez 706 écoles, grosso modo tirage au sort, 4 classes par école effectivement donc choisies et interview de l'ensemble effectivement des élèves dans l'établissement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une enquête qui a été très bien vécue à la fois par les enseignants, les professeurs et les élèves, donc ce qui montre qu'elle est bien acceptée, donc elle est probablement bien reproductible à terme. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Ça a été dit, un enfant sur 8, 13%, on parle bien des CP, CE1, enfin CM2, d'accord ? 13% ont des difficultés effectivement ou des troubles de difficultés, enfin des difficultés de régulation émotionnelle significatives. Alors là aussi avec des choses un petit peu différentes. Les filles sont beaucoup plus dans le registre de ce qu'on appelle nous en psychiatrie des troubles internalisés, donc c'est les troubles anxieux, les troubles dépressifs, alors que les mecs seraient beaucoup plus dans des troubles dits externalisés, comportements opposants, instabilité motrice et éventuellement TADA, le fameux trébicide de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude, elle montre aussi des différences. Alors là, rapidement, elle montre que si au collège les choses se dégradent, en primaire, le bien-être a plutôt tendance à augmenter avec l'âge, sauf estime de soi et bien-être à l'école. Donc il y a peut-être des choses aussi un petit peu à affiner en termes d'ambiance scolaire, en termes d'ambiance effectivement pédagogique et peut-être aussi en termes de déterminants de cette construction de l'estime de soi. Encore une fois, dans les perspectives, l'idée c'est que là aussi elle croise, elle est du même ordre de grandeur malheureusement que les données internationales et de la littératie existante et que l'objectif c'est bien effectivement de pouvoir la reproduire pour pouvoir disposer effectivement donc d'un tableau de bord suffisamment fiable pour pouvoir anticiper et mettre en place des actions de prévention et d'intervention que l'on pourra effectivement mesurer. Parce que l'enjeu il est bien là, c'est d'avoir des leviers pour agir. Là ce que vous voyez, c'est une slide que je tire du site de EduSchool, c'est qu'on a toujours pareil 2 facteurs de protection, facteurs de vulnérabilité, facteurs de risque, et que l'idée c'est de bien effectivement repérer nous en domaine pathologique les facteurs de risque, mais c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur les facteurs de protection bien identifiés. L'estime de soi en fait partie au niveau individuel, les compétences psychosociales, mais toute la dynamique aussi autour de la famille, la parentalité, le bien-être de l'enfant dans son école et dans la société sont des indicateurs sociétaux, socio-anthropologiques aujourd'hui qui sont largement travaillés. Dernière partie, et pour terminer, alors,
comment effectivement mettre un petit peu tout ça dans un modèle qui soit à peu près compréhensible et qui nous permette de savoir de quoi on parle. Ça, c'est un travail que je dois à l'équipe américaine, l'équipe de Fairchild. C'est la modélisation de la dynamique d'interaction entre ces fameux facteurs endogènes, biologiques, et ces fameux facteurs environnementaux pour la dynamique de ce qu'on appelle les troubles des conduites. Je ne vais pas rentrer dans le trouble des conduites. Pourquoi les troubles des conduites est intéressant? Parce qu'on estime que c'est 50-50. 50% facteurs endogènes, 50% facteurs environnementaux. Et ce que l'on voit dans cette slide, c'est que les troubles de conduite présentés à l'adolescence, ils ne démarrent jamais comme ça, in extenso. C'est-à-dire qu'ils sont toujours précédés par une histoire clinique qui, très souvent, a vu les premiers éléments de difficultés arriver à l'enfance, mais on est en train de remonter l'histoire clinique et qu'on a maintenant des choses que l'on peut identifier en primaire. Et vous l'avez compris, on commence à avoir des choses maintenant de l'ordre de l'anténatal, d'accord ? C'est-à-dire qu'on commence à avoir des trajectoires développementales qui nous permettent de définir comment vont évoluer le poids et les interactions excessivement complexes qui se jouent entre ces facteurs endogènes et ces facteurs environnementaux dans des dynamiques complexes dans lesquelles, bien entendu, on ne peut pas faire l'économie de l'environnement et en particulier des relations d'attachement entre le bébé et son entourage. Là, c'est simplement pour vous dire qu'on a des indicateurs biologiques. Maintenant, on peut faire des dosages hormonaux de neurotransmetteurs. On peut avoir de l'imagerie, encore une fois, cérébrale, interactionnelle. On peut avoir, là, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il en est, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est passionnante. C'est qu'on sait très bien dans les interactions précoces que la maturation du cerveau du bébé, elle est largement conditionnée par notre, entre guillemets, équipement biologique, mais qu'il est aussi travaillé, modelé, sculpté à la manière de Plotin par le jeu des interactions, des réactivités contingentes au niveau du dialogue, des synchronies sensorimotrices qui vont unir le bébé avec son entourage. Et que s'il y a des difficultés dans cet accordage précoce, il y a des difficultés dans cette interaction, ça peut effectivement faire le lit de difficultés émotionnelles qui, après, pourront bien plus tard s'exprimer sous la forme de troubles anxieux ou de troubles de l'humeur. J'en ai terminé. Parce que l'objectif, c'est là. C'est-à-dire, c'est comprendre dans une trajectoire longitudinale ces fameuses trajectoires. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on parle de biologique que ça veut dire que tout est déterminé. D'accord ? Ça ne veut rien dire à l'échelle individuelle. Ce sont des études effectivement statistiques en population. Mais on a effectivement des études aujourd'hui, par exemple, qui, pour évoluer l'évolution effectivement des enfants concernés par l'autisme. Pourquoi ? Sur les trajectoires effectivement sociales d'un certain nombre, là, il y a 6 catégories d'enfants. Pourquoi il y a une catégorie d'enfants qui, eux, se dégradent alors que les autres progressent. Et là, on commence à avoir des indicateurs sur les environnements et les déterminants environnementaux qui conditionnent ou qui majorent la vulnérabilité de ces enfants. Voilà, donc simplement pour terminer, et ça sera le mot de la fin, c'est mon deuxième take-home message, si vous avez compris, c'est qu'aujourd'hui, la naissance devient un épiphénomène et qu'on parlait de l'adulte, de l'adolescence, de l'enfance. Maintenant, on va faire des trajectoires de plus en plus anté- et post-natales. Et ça, c'est à la fois passionnant, mais c'est redoutable de complexité. Mais s'il y a quelque chose qui peut nous aider à l'avenir, c'est bien, encore une fois, d'avoir ces trajectoires typiques et atypiques qui nous permettront de mieux savoir comment ça fonctionne chez l'enfant et mieux comment intervenir. Merci de votre attention. Merci beaucoup Pierre pour ta présentation. On a demandé à chacun de nos intervenants d'imaginer une recommandation à la suite de leur topo, recommandations en lien justement avec santé mentale et notre ministère Éducation nationale, ministère de la Santé. Quelle serait ta recommandation ? Alors je dirais mieux comprendre pour mieux repérer pour mieux évaluer, et évaluer pour mieux intervenir et être actif et efficient donc, dans les mesures de protection ou en tout cas d'éducation positive ou de pédagogie positive qu'on peut proposer à nos jeunes.